La guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine va rentrer dans son 6e mois, et si Poutine a échoué à conquérir Kiev ou une grande partie de l'Ukraine, il en possède pourtant 20%, et il semble difficile de voir à court terme qu'il puisse être délogé. Alors les pays occidentaux ont pris des sanctions extrêmement lourdes, extrêmement sévères contre la Russie, et on commence à se poser la question, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que cela peut permettre de faire plier Poutine ? Et force est de constater que 5 mois après le début de la guerre, eh bien, Poutine n'a pas plié et que les sanctions n'ont pas été suffisantes pour le faire changer d'avis, à un point tel d'ailleurs qu'on se demande si ce ne sont pas les pays occidentaux qui sont, par contre-coup, atteints par les sanctions qu'ils ont eux-mêmes décrétées. Comment expliquer cette réaction occidentale ? C'est simple, les sanctions, c'est ce que l'on fait lorsqu'on ne veut pas faire la guerre, mais que l'on veut dire qu'on n'est pas d'accord avec une action politique d'un autre pays, que cette action est inacceptable, mais pour autant, on ne fait pas la guerre. Donc, on ne fait pas la guerre, il y a une demande très forte de l'opinion pour qu'on agisse, en disant il n'est pas possible de laisser faire ceci impunément, et donc on prend des sanctions. Et c'est un peu, en fait, une sorte de réflexe occidental. Dès qu'il y a un désaccord politique grave avec un pays, on prend des sanctions, mais l'histoire montre qu'elles n'ont pas toujours été efficaces, voire qu'elles ne l'ont jamais été. Bien sûr, on ne veut pas faire la guerre, on ne peut pas agir à l'ONU puisqu'il y a un blocage russe et que la Russie met systématiquement son veto, comme elle le fait pour la Syrie. On n'a plus un Gorbatchev qui, comme en 1990, accepte de laisser tomber son allié irakien pour faire respecter le droit international. Les États-Unis ont pris des très lourdes sanctions contre Cuba au point de le mettre sur un quasi-embargo. Eh bien, le régime fondé par Castro est toujours en place et Castro est mort dans son lit. Il y a eu des sanctions extrêmement sévères prises contre Saddam Hussein. Ils ont fait souffrir la population irakienne puisqu'on estime à 500 000 morts le nombre de femmes et d'enfants et de personnes qui sont mortes du fait des sanctions prises après la guerre du Golfe de 91 et jusqu'à celle de 2003. Mais il a fallu la guerre pour renverser Saddam Hussein. On a pris de très sévères sanctions contre le régime syrien. Après sa répression de la révolution démocratique, Bachar est toujours en place. Il y a eu des sanctions qui se sont accumulées contre l'Iran depuis 1979, puis à propos de son programme nucléaire, les ayatollahs sont toujours fermement au pouvoir. Et donc on peut se demander dès le départ si des pays de taille moyenne ou petite n'ont pas cédé face aux sanctions, comment penser qu'un pays aussi grand et aussi puissant relativement que la Russie, avec un dirigeant aussi déterminé que Poutine, puisse lui céder aux sanctions. Alors on a l'impression qu'on prend les sanctions parce qu'il faut faire quelque chose, il ne faut pas avouer qu'on est impuissant, mais en fait elles ne sont pas réellement efficaces pour parvenir au but qu'elles sont censées servir, modifier le comportement politique d'un adversaire. Les seules sanctions qui ont réellement marché, ce sont celles qui ont été prises contre l'Afrique du Sud et la menace de sanctions futures contre l'Afrique du Sud qui ont conduit le pouvoir blanc à se dire « ce n'est plus possible, il faut qu'on démantèle l'apartheid parce qu'on ne pourra pas résister ». Mais les sanctions contre l'Afrique du Sud, elles étaient mondiales. Or, le problème des différentes sanctions que je viens d'évoquer, et notamment des sanctions contre la Russie, c'est que ce sont des sanctions occidentales et non pas des sanctions mondiales. Et comme elles ne sont qu'occidentales, eh bien, il y a un moyen pour la Russie de les contourner, d'y échapper, de trouver des partenaires de façon ouverte ou clandestine, et donc de trouver des gens qui ne vont pas suivre le régime de sanctions décidé par les Occidentaux, et très souvent, justement parce qu'ils sont décidés par les Occidentaux. Dans le reste du monde, on reproche aux Occidentaux d'avoir le réflexe sanction assez rapide et de vouloir s'imposer ainsi par cela. Ce n'est plus la politique de la canonnière, c'est la politique des sanctions, dont Trump d'ailleurs a été finalement une très belle illustration. Les sanctions, c'est toujours un peu celui qui domine, qui les met en place contre celui qui est dominé. C'est le maître contre l'élève ou le serviteur. Et c'est aussi pour cela qu'elles sont refusées. J'avais averti dès le début de ce conflit qu'il ne fallait pas occidentaliser la riposte contre la Russie. La Russie a mené une guerre d'agression, je la condamne, c'est inadmissible au niveau du droit international, au niveau des principes du droit universel. Mais il faut réfléchir au type de riposte la plus efficace. Et en fait, le problème de ces sanctions, c'est qu'on les a décidées entre occidentaux pour ensuite demander aux autres pays de les suivre. Et c'est justement ce qu'ils ne veulent pas faire, parce qu'ils ne veulent pas suivre docilement, aveuglément, les pays occidentaux comme ils le faisaient auparavant. Il y a quelques années, eh bien certainement que si les États-Unis décidaient des sanctions contre un pays, les pays latino-américains suivaient. Les pays africains suivaient la France.
On voit bien que les pays occidentaux n'ont plus la main sur les autres pays. Il ne leur suffit plus de décider quelque chose pour être obéis, pour être suivis. Et en fait, le risque avec ces sanctions qui ne donnent pas de résultats, c'est qu'elles fassent plutôt apparaître à la fois un relatif isolement du monde occidental, les autres pays ne le suivent pas, et puis quelque part, une relative impuissance. On prend des sanctions, mais elles ne produisent pas ce qu'on espérait qu'elles produisent. Elles ne donnent pas le résultat espéré. Je l'ai dit souvent, les Occidentaux ne dominent plus le monde, et si on continue à agir comme au temps passé, comme du temps où les Occidentaux dominaient le monde, eh bien, on va échouer. Il faut adapter notre politique à la nouvelle donne géopolitique. Et donc, pour cela, il ne faut pas décider uniquement entre nous et ensuite proposer aux autres pays de signer en bas à droite en disant de toute façon, nous fixons l'agenda et les autres vont suivre automatiquement. Il faut négocier avec eux. Il faut les convaincre. Il faut peut-être prendre un peu plus de temps, mais dire aux autres pays que ce qu'a fait la Russie est quelque chose qui est inacceptable et qui peut les mettre en danger eux-mêmes dans le respect de leur propre intégrité territoriale. Mais si nous arrivons avec des solutions toutes prêtes dans lesquelles il n'y a rien à négocier, qu'il faut accepter en bloc, eh bien on va dans la majeure partie des cas à l'échec. Alors je sais que certains vont encore faire des remarques selon lesquelles je tiens un discours anti-occidental. C'est exactement à l'inverse. Moi j'appartiens au monde occidental, mais j'aimerais que le monde occidental se défende mieux, soit plus cohérent, ne s'affaiblisse pas. Et c'est justement en se fixant des objectifs qui ne sont pas réalisables et en ne respectant pas nos propres principes que le monde occidental s'affaiblit. Si nous ne faisons pas attention aux évolutions précises du monde et que nous continuons à agir comme auparavant, comme lorsque nous avions le monopole de la puissance, c'est ainsi que nous allons nous affaiblir. Si le monde occidental veut conserver une certaine aura et des capacités de manœuvre et un leadership, eh bien, il faut justement qu'il fasse un leadership par la négociation, un leadership par l'exemple, un leadership par la conviction, par l'influence, et pas par l'imposition, ce que nous reprochent trop de pays. Donc dire cela, ce n'est pas avoir un discours anti-occidental, c'est avoir un discours occidental cohérent.